Alors, prochain sujet, on va parler maintenant de la radioactivité qui est reliée à la physique nucléaire. Alors, c'est en 1896, donc tout juste avant, on est toujours un peu dans la même époque que Planck en 1900, Einstein au début des années 1900 aussi, 1905 environ. Euh, en 1896, donc juste un peu avant, Henri Becquerel découvrit la radioactivité par accident en fait, alors qu'il faisait des recherches sur la fluorescence des sels d'uranium. Donc, ne pouvant pas réaliser les expériences qu'il avait prévues pour une journée, il range ses sels d'uranium à proximité de ses plaques photo dans son tiroir. Et le lendemain, à sa surprise, en observant la plaque photographique qui a été mise en contact avec les sels d'uranium, il s'aperçoit que la plaque photographique est impressionnée, donc elle a capté une image, elle a capté de la lumière, même si le sel uranium n'avait pas été soumis à la lumière du soleil. Donc, autrement dit, Becquerel, ce qu'il croyait, c'est que toute la radiation qu'émettait le sel uranium, c'était par fluorescence. Donc, fluorescence, ça veut dire qu'un matériau est excité par, mettons, la lumière du soleil ou par la lumière d'une lampe, peu importe. Et après ça, en étant excité, pendant que le sel d'uranium est excité, ben, il émet sa propre radiation. C'est ça qu'on appelle la fluorescence. C'est ça qui se produit, par exemple, dans un tube fluorescent. Donc, on excite le tube avec du courant, puis pendant ce temps-là, lui, ça émet de la lumière par fluorescence. Donc, mais pour ce que la fluorescence se produise, ça prend une excitation continue du matériau en question. Donc, ici, des sels d'uranium. Mais là, lui, il avait rangé ça dans son tiroir, fait que le sel d'uranium n'était pas excité par la lumière, rien. Puis même à ça, il s'est rendu compte que, et c'est ça qui était capital, c'est que ça ici, justement, c'est une photographie de sa plaque photographique. Donc, vous voyez, elle a été impressionnée par ça ici, qui étaient justement les sels d'uranium. Et ce que ça démontrait, en fait, c'est que les sels d'uranium émettaient leur propre rayonnement sans avoir besoin d'excitation extérieure. Il n'y a pas besoin de la lumière du soleil pour les exciter pour qu'ils émettent un rayonnement. Ils émettaient un rayonnement d'eux-mêmes. Euh, En 1897, l'année suivante, Marie Curie prend la balle au bon euh, et choisit ce sujet pour sa thèse de doctorat. Donc, ça vient tout juste de sortir cette histoire-là. Elle décide de faire sa thèse de doctorat là-dessus. En passant, son nom de naissance, c'est Maria Slolowska, d'origine polonaise. Ensuite, elle a été naturalisée française lorsque c'est plus tard, elle a épousé Pierre Curie, qui lui était français, donc elle a pris la nationalité française et elle est, euh, elle a pris le nom de Curie elle aussi, éventuellement. Alors, Marie Curie a choisi ce sujet pour sa thèse et elle révèle les propriétés ionisantes de ce rayonnement, puis, avec son époux Pierre Curie, découvre deux éléments chimiques qui en sont à l'origine. Alors, en plus de l'uranium que Henri Becquerel avait découvert, alors, c'est-à-dire le polonium et le radium, et elle baptise cette propriété la radioactivité. Euh, En passant, donc ça lui a permis, oui, d'obtenir son doctorat, mais encore une fois, un peu comme euh, Louis de Broglie, tu sais, la longueur d'onde des électrons, l'idée de la nature ondulatoire des électrons, des particules, ça lui a permis, en plus de gagner un prix Nobel, ben, c'était la même chose en fait pour les époux Curie. Donc, Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie ont obtenu conjointement un prix Nobel de physique en 1903 pour leurs travaux sur la radioactivité. Ce qui a été vraiment, vraiment, vraiment un domaine tout à fait révolutionnaire là, pour la physique. Euh, En passant, si vous voulez savoir, j'ai fait une histoire courte avec ça, mais tu sais, toute cette histoire-là de comment ça a été développé par Pierre et Marie Curie, c'était quoi la dynamique interne entre les deux époux, c'était quoi la relation qu'il y avait avec leur directeur de recherche, c'était quoi les défis auxquels ils devaient faire face. Alors, tout ça, c'est des histoires qui sont vraiment savoureuses à connaître, mais bon, évidemment, je raconterai pas tout ça ici,
Mais ce que je vais vous suggérer, c'est de regarder ce film. Il s'appelle Les Pannes de Monsieur Schutz. Un film français, c'est absolument, absolument super comme film, avec Philippe Noiret, qui est un acteur absolument formidable. Euh, alors, c'est vraiment ma suggestion. Ça vous montre de façon très, très intéressante. Bien sûr, c'est un film, donc c'est c'est- 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 c'est fascinant, là. Puis on voit toute l'histoire de comment ça s'est développé, les recherches sur la radioactivité, puis la dynamique avec Pierre-Marie Curie, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment ma suggestion si vous avez, si ça vous tente d'en savoir plus là-dessus. C'est intéressant parce que, tu sais, dans le cours, on vous présente toujours la science, on vous dit, bon, OK, ça a été découvert en telle année, voici le résultat, voici l'application. Tu sais, on va comme à l'essentiel, là. Disons qu'on coupe les coins ronds souvent un peu sur l'historique de comment ça s'est développé, mais tu sais, c'est intéressant parce que tout ça, c'est développé par des humains. Puis la science, c'est peut-être ça qui. C'est intéressant, en fait, quand on peut se rendre compte, quand on voit des histoires comme ça, qui nous font comprendre que oui, tout ça, c'est des humains, il y a des erreurs qui sont faites, il y a des omissions qui sont faites, il y a des détours que, tu sais, c'est pas comme de A à Z comme on vous présente, comme dans le cours, là. Tu sais, les choses sont pas toujours en ligne droite, là, straightforward, comme on pourrait dire. Donc, il y a des méandres dans les découvertes, on, on recule en arrière, après ça, on retourne en avant. Tu sais, c'est vraiment, vraiment fascinant de voir toute l'historique des découvertes. Tout ça, c'est basé sur des humains, tu sais. Fait que, des fois, à la façon qu'on le présente, on a tendance à oublier ça. Parce qu'on présente des résultats qui ont déjà été comme qui ont été découverts il y a plus de 100 ans, donc qui ont été largement analysés depuis, puis tout de suite, on vous présente comme l'espèce de résultat final, mais tu sais, c'est le fun de voir de où ça vient tout ça. Et puis c'est quoi les humains qui sont derrière ça. Donc, puis aussi les histoires, les anecdotes qui sont derrière ça. Donc, bref, c'est vraiment ma suggestion, là. Je pense que vous- si ça vous intéresse, vous allez trouver ça vraiment, vraiment intéressant, cette histoire-là. OK. Donc, la radioactivité. Alors, on découvre que les isotopes radioactifs émettent des rayons énergétiques euh, pouvant exposer une pellicule photographique, comme celle de Henri Becquerel. On distingue par la suite trois types de ces rayons ionisants. Rayons ionisants parce que justement, on dit ionisants parce que ces rayons peuvent ioniser la matière. Donc, ils peuvent leur donner des électrons ou leur enlever des électrons. Et on en découvre trois types, dépendamment de leur comportement en présence d'un champ magnétique B. Donc ici, j'ai fait une représentation schématique là, d'une expérience qu'on peut faire. Donc ici, on a en bas une enceinte plombée. Le plomb, comme on a vu précédemment dans la section, c'est le plus gros atome stable. Et donc, c'est un très gros atome. Et par le fait même, vu que c'est un très gros atome, il y a un pouvoir de bloquer les radiations mieux que d'autres éléments. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend notre enceinte plombée, on creuse un petit trou ici à l'intérieur, et là, on met notre substance radioactive dans le petit trou. Alors, évidemment, je l'ai représenté en vert fluo parce que, bon, selon les Simpsons, la radioactivité, c'est vert fluo. Mais sérieusement, plus sérieusement, en passant, pourquoi est-ce que justement on représente la radioactivité en vert fluo? Parce que, en fait, les rayons ionisants sont. La radioactivité émise par une substance radioactive n'est pas vraiment verte. Il faut faire juste une petite nuance, là. L'histoire, c'est que une des premières utilisations de la radioactivité, c'était pour mettre, mettons, sur des horloges, des cadrans de montres. Puis là, le cadran, il brillait dans le noir, ce qui était pratique. Puis sans même avoir besoin d'excitation. Donc, autrement dit, à toute heure du jour, de la nuit, juste à cause qu'il y avait la présence de radioactivité, ben, il y avait une lumière qui était émise, donc ça permettait de voir son cadran dans l'obscurité totale. Puis même si la montre avait été plongée dans l'obscurité depuis très longtemps, ça ne change rien, ça fonctionne quand même parce que ça émet sa propre lumière. Alors, dans le fond, ce qu'on utilisait, c'est qu'on utilisait un mélange de radium et de cuivre dopé au sulfure de zinc. Et ça donnait une couleur verdâtre.
mais c'est pas la radioactivité qui elle-même qui envoie de la lumière verdâtre, c'est plutôt que la radioactivité émet justement des rayons ionisants et ceci va exciter les atomes euh, de zinc dopés au sulfure de zinc. Et ces atomes-là, ensuite, sont excités et lorsque les électrons se désexcitent, on fait référence ici à la matière qu'on a vue dans le modèle de bord. Donc, les atomes sont excités, ils montent en haut dans les hauts niveaux énergétiques. Quand ils se désexcitent, quand ils retombent vers l'état fondamental, les atomes vont émettre une lumière verdâtre. Euh, donc, puis il y avait d'autres composés qui étaient utilisés aussi qui donnaient des couleurs légèrement différentes, comme jaune-orange, etc. Euh, c'est ça. Mais c'est pas la radioactivité elle-même, c'est plutôt la radioactivité excite des composés et ces composés-là, ensuite, lorsque leurs électrons se désexcitent, c'est eux qui envoyaient cette lueur-là. Donc finalement, euh, c'est un phénomène qu'on appelle la radioluminescence. On se sert de la radioactivité pour créer de la lumière, mais indirectement avec un autre atome. Euh, et, et d'ailleurs, lors de la production en usine de ces montres-là qui contenaient des peintures de substances radioactives, c'était une des premières fois qu'on a pu se rendre compte, qui nous a permis de se rendre compte des dangers de la radioactivité, puisque on s'est rendu compte que les travailleurs qui faisaient la peinture, euh, manuellement des substances radioactives sur les montres, avaient développé des cancers des os et des cancers du sang, entre autres, à très jeune âge. Donc, c'était un drapeau rouge, là, un signal d'alarme à ce moment-là. Puis, bon. Puis même, l'autre, d'autres personnes qui ont été exposées, évidemment, c'était Pierre et Marie Curie. Donc, à cette époque-là, les dangers n'étaient pas connus. Et, bref, ils ont, il y avait pas de protection adéquate. Et d'ailleurs, Marie Curie est décédée d'une leucémie. En fait, c'est donc une leucémie radio-induite, induite par la radioactivité. Et elle pense que en fait, à partir d'un certain, à partir de autour de 1920, elle commence à avoir des doutes comme quoi la radioactivité pourrait avoir des liens avec ses problèmes de santé. Mais c'était peut-être trop tard. Donc, comment qu'on distingue les trois types de rayons ionisants? C'est selon leur comportement en présence d'un champ magnétique. Donc, vous avez un champ magnétique B ici représenté par le X. On a vu ça, là, donc ça représente un champ magnétique qui rentre. Vous imaginez, le vecteur, il rentre dans la feuille. Et dans le fond, ça, c'est pourquoi on a un champ magnétique, c'est simplement qu'on a placé un aimant. Okay? Donc, imaginez, on place un gros aimant à proximité, ça crée ce champ magnétique-là. Et là, les différents types de radiations ionisantes vont se comporter différemment. D'abord, on a des rayons alpha qui sont chargés positivement. On déduit qu'ils sont chargés positivement parce que ces rayons-là sont déviés sur le schéma ici vers la gauche. Fait que le fait qu'ils soient déviés vers la gauche, si on fait une analyse électromagnétique avec la force, on se rappelle la fameuse règle à main droite, pour savoir c'est quoi la force, le sens de la force magnétique qui va être appliquée sur une charge en mouvement dans un champ magnétique. Alors, on utilise la règle à main droite et on peut montrer que si la particule, dans ce cas-ci, dévie vers la gauche, c'est que ici, elle est de charge positive, si on tient compte du sens du champ magnétique. Alors, maintenant, on le savait, Marie Curie ne le savait pas, mais maintenant, on sait que les rayons alpha, en fait, c'est simplement des noyaux d'hélium 4. Donc, c'est pour ça on leur a donné à l'époque le nom rayon alpha. On ne savait pas c'était quoi, donc on l'a appelé rayon alpha. Plus tard, on a identifié ça comme étant des, euh, des noyaux d'allium 4. Deuxième,
Deuxième type de rayon ionisant, c'est les rayons bêta. Donc, il existe deux formes. Donc, il y a les bêta-, qui sont en fait des électrons, tout simplement. Encore une fois, on ne le savait pas à l'époque, que les bêta-, c'était des électrons, maintenant on le sait. Et on a les bêta+, qui sont en fait des positrons. Donc, symbole E et E+. Alors, un positron, en fait, c'est une particule, c'est c'est l'antiparticule, en fait, d'un électron. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'antimatière. Alors, quand on parle de positron, c'est de l'antimatière, c'est l'antiparticule d'un électron. Donc, en fait, c'est une particule euh, qui a les mêmes propriétés, la même masse qu'un électron, la même charge en valeur absolue, mais qui est composée des mêmes euh, particules, des mêmes particules élémentaires, mais mais qui est de charge positive. Fait que oui, on peut dire qu'effectivement, une substance radioactive, ça fait de l'antimatière. Ok. C'est que l'antimatière, c'est pas juste dans la science-fiction, là, ça existe pour vrai. Puis un positron, c'est vraiment l'antiparticule d'un électron. C'est vraiment de l'antimatière. C'est vraiment incroyable, hein, mais c'est ça. C'est incroyable, mais vrai. Euh, Et finalement, on a le dernier type de rayon ionisant, c'est les rayons gamma. Alors, les rayons gamma, on les a vus, on en a parlé à plusieurs reprises, ça fait partie du spectre électromagnétique. Donc, rayon gamma, c'est de la lumière, en fait, c'est du rayonnement électromagnétique de très haute énergie. Alors, le rayon gamma est reconnaissable parce que lui, le rayon gamma, il va passer tout droit parce qu'il n'est pas chargé. La lumière, le rayonnement électromagnétique, ça n'a pas de charge électrique, donc c'est pas dévié par un champ magnétique, donc lui, il est facilement reconnaissable. C'est lui qui passe tout droit. Alors, et ensuite, si vous vous demandez comment qu'on fait pour distinguer, mettons, le rayon alpha qui est positif avec le rayon bêta+, les positrons qui sont aussi positifs, ben c'est simplement que le rayon alpha étant plus lourd, il va moins dévier de la trajectoire comme, euh, disons, la trajectoire de base qui est directement vers le haut, là. Donc, l'alpha va moins dévier de cette trajectoire-là parce qu'il est plus massif, donc il est plus dur à tourner, à faire tourner. Tandis que le bêta+, c'est juste une petite particule de masse d'un électron, donc c'est très très léger. Donc lui, il va tourner plus, il va être plus être affecté par le champ magnétique. Puis le bêta-, ben, c'est des électrons. Alors les électrons vont tourner de l'autre sens parce qu'évidemment, ils sont de signe inverse. Donc les rayons gamma, ben, c'est juste pour vous rappeler que les rayons gamma, c'est ceux-ci. Donc on en a parlé en fait depuis le début parce que tu sais, je dis souvent rayons gamma, c'est les plus hautes fréquences, c'est les plus hautes énergies. Alors comment sont produits les rayons gamma? Les rayons gamma sont produits comme ça dans la nature. Donc on a simplement une substance radioactive et spontanément, ça va émettre, ça peut émettre des rayons gamma. Euh, donc, du rayonnement électromagnétique de très haute énergie. Euh, les différentes particules ionisantes ont des pouvoirs de pénétration différents. Prenez par exemple la particule alpha, qui, on se rappelle, chaque fois que vous entendez particule alpha dans votre tête, vous devez avoir, ah oui, c'est un noyau d'hélium 4, ok? Il faut toujours avoir ça en tête. Donc, vous voyez ici, c'est un noyau d'hélium 4, deux protons, deux neutrons. Alors ça ici, c'est assez gros, ça va être bloqué par une simple feuille de papier. Euh, c'est pas nécessairement les plus dangereux. Mais en fait, ça dépend toujours de la vitesse. Ça dépend toujours de la vitesse. Les rayons bêta, c'est des électrons. Euh, donc, les électrons, eux autres, vont être bloqués par une feuille d'aluminium, par exemple. Et les rayons gamma, eux autres, sont extrêmement pénétrants. Pour bloquer, on peut utiliser, par exemple, 4 mètres de béton. Euh, c'est quand même assez intense. Donc, autrement dit, ça va facilement passer un mur normal, là. Mais 4 mètres de béton ou une épaisseur significative de plomb va permettre de bloquer le rayon gamma.
Alors, d'où provient la radioactivité? Le, Lorsqu'un isotope est instable, il va tenter de devenir plus stable. Donc, il y a comme une loi de la nature qui fait en sorte que les isotopes veulent revenir à un état de stabilité maximale. Ils veulent vraiment devenir le plus stable possible. Donc, un isotope instable, comme tous les isotopes qu'on avait vus, tous les éléments qui sont après le plomb, donnent tous des isotopes instables, comme l'uranium, le plutonium, etc., le radium. Alors, ces isotopes-là, les isotopes de ces éléments-là, euh, sont instables, donc ils vont spontanément vouloir augmenter leur stabilité en se désintégrant, en désintégrant leur noyau. Et ceci s'appelle justement une désintégration radioactive. Donc, le processus par lequel un isotope instable augmente sa stabilité en désintégrant son noyau s'appelle une désintégration radioactive. Donc, le noyau se désintègre parce que l'intégrité du noyau, c'est la totalité du noyau. Donc, désintégrer, ça veut dire qu'il se défait finalement. Le noyau se défait. Euh, et radioactif parce que justement, ça émet des rayons ionisants. Euh, il existe plusieurs types de désintégration radioactive. On va énumérer les 4 plus importants. Alors, on va les distinguer selon la particule qui est émise, soit alpha, bêta plus, bêta moins ou gamma. Donc, euh, on va commencer par le processus alpha. Donc, dans le processus alpha, où on parle aussi de désintégration alpha, les deux sont synonymes. Donc, dans un processus alpha, la particule émise, on a dit, c'est l'hélium 4. Symboliquement, si on veut représenter la réaction, ça va avoir l'air de ceci. Donc, si on écrit symboliquement la réaction de façon générale, ça va avoir l'air de ceci. On a un certain élément, euh, bon, qui a un certain numéro atomique Z, un certain nombre de masses A. Alors, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'il va émettre un noyau d'hélium 4. Fait que ça veut dire que, dans le fond, vu qu'il sort un noyau d'hélium 4, ça veut dire qu'il a perdu 4 en termes de nombre de masses. Donc, il a perdu 4 nucléons parce que l'hélium 4 possède 4 nucléons. Fait que s'il éjecte un hélium 4, ça veut dire qu'il perd 4 nucléons. Donc, son nombre de masse est réduit de 4 unités. Et, bon, dans l'hélium 4, il y a 2 protons. Donc, ça veut dire que son noyau va perdre 2 protons. Donc, autrement dit, il va perdre 2 protons, il va perdre 2 neutrons. C'est aussi simple que ça. Donc, l'atome va perdre 2 protons, 2 neutrons. Donc, ça va donner un nouvel atome, autrement dit. Donc, c'est ce qu'on appelle une transmutation. Donc, quand on a une réaction qui donne un nouvel atome, on a une transformation dans les atomes, ça s'appelle une transmutation. Probablement que dans les problèmes de chimie que vous avez faits jusqu'à maintenant, euh, vous n'avez jamais de transmutation. Autrement dit, mettons que vous avez un calcium d'un côté de l'équation chimique, mais il faut que de l'autre côté de l'équation, il faut qu'il y ait un calcium aussi. Il n'y aura pas d'éléments qui disparaissent, puis d'éléments qui apparaissent. Il n'y aura pas d'éléments qui disparaissent du côté des réactifs, puis des éléments qui apparaissent du côté des produits. Mais dans une réaction nucléaire ou dans une désintégration radioactive, oui, ça se produit. Ce qu'on appelle une transmutation. Alors, donnons un exemple concret de transmutation. Donc, si vous avez un isotope d'uranium 238, uranium qui possède par essence 92 protons, euh, alors cet uranium-là a la capacité de se désintégrer spontanément en un atome de thorium. Donc, le thorium, c'est l'élément qui est deux positions avant l'uranium sur le tableau périodique. Donc, le numéro 90. Et donc, il va avoir 2 protons et 2 neutrons de moins. Donc, il va se ramasser avec un nombre de masse de 234 et il va former justement un atome d'hélium 4, un noyau d'hélium 4. Donc, vous voyez, ça, c'est la désintégration de l'uranium en thorium. Et ça éjecte une particule alpha qui est en fait un noyau d'hélium 4.
Donc, vous voyez, on a eu une transmutation. Du côté des réactifs, en fait, on avait seulement l'uranium. Puis du côté des produits, on n'a pas d'uranium. On a juste, mais par contre, on a une création du thorium et d'hélium. OK? Donc, on a une transmutation. Euh, donc, on a vraiment changé d'élément. En passant, ce genre de désintégration-là, ça va se produire de façon spontanée. Encore une fois, on peut avoir des probabilités, mais on ne peut pas dire à un moment, mettons, si on regarde un atome donné, on ne peut pas déterminer exactement à quel moment est-ce qu'il va se désintégrer. On peut faire des statistiques. On sait qu'en moyenne, les atomes d'uranium prennent, mettons, cette quantité-là de temps pour se désintégrer. Alors, on peut faire des statistiques et dire, ben, il y a telle chance de se désintégrer au cours de la prochaine heure, etc. Mais on ne peut pas déterminer, on ne peut pas prédire exactement à quel moment un atome va se désintégrer. Ça se produit de façon spontanée. Le deuxième type de désintégration, on va voir le processus bêta-. On se rappelle, vous rappelez-vous, c'est quoi bêta-? C'est simplement des électrons. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que dans les réactifs, il va y avoir un neutron qui va se transformer en proton plus un électron plus un antineutrino. Donc, le symbole ici que j'ai fait, c'est une espèce de V comme ça. Ou en tout cas, je vais essayer de. C'est pas tout à fait ça, je vais le dessiner comme ceci. Comme ceci. Alors, ça, c'est. Et là, je mets une barre au-dessus. Donc, en fait, quand je fais juste l'espèce de V ici comme ça représente un neutrino. Alors, un neutrino, c'est une particule élémentaire extrêmement petite, de masse non nulle, mais négligeable, euh, et de charge électrique nulle. Okay? C'est une particule qui est extrêmement subtile. Elle peut traverser là, elle peut traverser la Terre au complet sans problème. Okay? C'est une particule extrêmement, extrêmement subtile. On peut les capter, ces particules-là, même s'ils sont. Autrement dit, les neutrinos, c'est une particule qui interagit pratiquement pas avec la matière. Donc, autrement dit, si vous avez un gros faisceau de neutrinos sur vous, en fait, vous avez des faisceaux de neutrinos sur vous présentement, puis on s'en rend pas compte, ça ne change rien parce que ça n'interagit pas vraiment avec la matière, ou extrêmement faiblement. Donc, ça veut dire que euh, on ne le sent pas, puis il n'y a aucun moyen de voir directement ces particules-là. C'est des particules microscopiques. Mais on sait qu'ils existent. Puis on peut les capter dans des appareils spéciaux, mais vous irez voir ça, là, si vous voulez, googler ça sur Internet, les neutrinos, comment on fait pour capter ça. C'est par exemple des immenses bassins. C'est vraiment, c'est flyé, là. C'est futuriste, là. Les appareils, les installations qui permettent de capter les neutrinos, c'est gigantesque, premièrement, puis c'est vraiment flyé, là. On pourrait même pas imaginer ça, en fait. Donc, vous irez voir ça si vous voulez. Euh, alors, ça, c'est le neutrino, mais quand je mets la barre au-dessus, ça devient l'antineutrino. C'est encore une fois l'antiparticule du neutrino. C'est la particule d'antimatière qui correspond au neutrino. Donc, encore une fois, oui, on a vraiment création d'antimatière lors d'une désintégration. C'est fascinant, mais oui, c'est le cas. Et donc, fondamentalement, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un neutron qui va en fait se transformer en proton. Mais euh, le, le neutron ne peut pas juste se transformer en proton. D'abord, on n'aurait pas une conservation de la charge parce que le neutron n'a aucune charge, puis le proton, lui, a une charge positive. Donc déjà, pour avoir la conservation de la charge, ça prend la création d'un électron. Donc l'électron, le proton, ensemble, vont avoir une charge nulle. Donc là, ça fait en sorte qu'on a une conservation de la charge. En passant, le principe de conservation de la charge, c'est un principe totalement général en physique qui est aussi solide, par exemple, que le principe de conservation de masse-énergie. Donc, c'est un principe sur lequel on peut toujours s'appuyer, même dans des situations aussi étranges qu'une désintégration radioactive. On peut appliquer le principe de conservation de la charge. On peut s'appuyer là-dessus. Ça tient. C'est justement pour ça,
c'est justement pour ça qu'on appelle ça un principe. C'est que c'est extrêmement général, c'est englobant, c'est vraiment puissant, ça recoupe tous les domaines de la physique. C'est un principe. C'est comme, on se base là-dessus pour élaborer plusieurs théories. Alors, donc on a une conservation de la charge, mais en plus de ça, on a une conservation aussi d'autres quantités que j'entrerai pas dans les détails, mais par exemple, la quantité de ce qu'on appelle le nombre leptonique. Donc, le nombre leptonique doit être égal dans les réactifs et les produits. Et ça explique pourquoi on doit avoir création d'un antineutrino aussi. S'il n'y avait pas création de l'antineutrino, à ce moment-là, on n'aurait pas création, on n'aurait pas la conservation du nombre leptonique. Bref, on a une conservation d'un certain nombre de quantités et ça force la création de certaines particules et entre autres ici, ça force la création de particules d'un électron et aussi d'un antineutrino. Euh, Ensuite, pour donner un exemple réel, un exemple concret de désintégration bêta-, euh, on a la chose suivante. Prenez du thorium 234, un thorium qui est élément 90. Celui-ci va avoir spontanément la tendance de se désintégrer en palladium 234. Le palladium qui est l'élément au-dessus du thorium, donc l'élément 91. L'élément après le thorium, plus justement un électron, plus, là je déborde de la case, là. Donc au besoin, vous aurez juste à faire une flèche quelque part. Donc plus l'électron et plus l'antineutrino. Donc, encore une fois, voyez-vous, on a une transmutation. On part avec du thorium, on finit avec du palladium et deux petites particules, un électron et un antineutrino. Donc, voyez-vous, on a comme avancé d'un dans le tableau périodique, carrément, là. On a vraiment passé à l'élément suivant. Donc, lorsqu'on a un processus bêta-, on avance de 1 dans le tableau périodique. Tandis qu'avec le processus alpha, on recule de 2. Voyez-vous, on est parti de l'élément 92, on a fini avec l'élément 90. Donc, ici, on recule de 2 dans le processus alpha, mais on avance de 1 avec le processus bêta-. Ensuite, on a le processus bêta+. Alors ici, on a l'émission d'un positron, E+, l'antiparticule d'un électron, la particule d'antimatière d'un électron, c'est vraiment flyé. Et là, on part avec, c'est l'inverse en fait, on part d'un proton et ce proton-là se transforme en neutron. Mais encore une fois, pour avoir la conservation de la charge, ici, le proton a une charge positive. Donc, pour avoir une conservation de la charge, ça prend une création d'une particule positive parce que le neutron, lui, n'en a pas. Donc, il faut créer une particule positive pour compenser. Ça va être justement le positron. En passant, certaines personnes, dans la littérature, des fois, on voit positon et des fois positron. Alors, nous, dans le livre, et ce que moi j'utilise, c'est positron. Mais les deux noms existent. Et c'est pas tout, par contre, il va avoir aussi création d'un neutrino cette fois-là. Donc, cette fois-ci, c'est pas un antineutrino comme on avait ici, ça va être vraiment un neutrino. Euh, Symbole, c'est une espèce de. Je pense que c'est. En fait, pas je pense, je suis certain, ce symbole ici, c'est. En fait, c'est la lettre grecque nu. Ça se prononce nu. Euh, Donc, c'est l'équivalent, mais c'est comme un V, en fait, là, dans notre langue, fait que c'est dans l'alphabet, donc ça peut porter à confusion. C'est pour ça on le trace de façon un peu particulière, un peu pour le distinguer du V normal, là. Mais c'est ça, c'est la lettre grecque nu. Nu comme neutrino, justement. Donc, ici, on donne un exemple concret de ceci. On pourrait parler, par exemple, du potassium 40. Le potassium, qui est l'élément 19, qui va se transformer en argon de façon spontanée, qui est l'élément 18, et l'argon 40, et plus la création d'un positron, plus la création d'un neutrino.
Donc, ça, c'est un exemple de processus bêta plus. Euh, donc ici, c'est l'inverse. On recule d'une position dans le tableau périodique. On passe de l'élément 19 à l'élément 18. Vous voyez? On recule d'une position. Euh, Encore une fois, le neutrino, il est créé pour pouvoir atteindre pour pouvoir respecter le principe de conservation du nombre leptonique. Je ne rentrerai pas là-dedans. Euh, le potassium 40, quand on dit le potassium, ça vous fait penser à quoi? Quel, euh, quel, je vous donne un indice, quel aliment, quel fruit vous a-t-on dit qui contenait du potassium? Même qu'il est bon parce qu'il contient du potassium. Quel fruit est bon à manger parce qu'il contient du potassium? Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. La banane, n'est-ce pas? C'est une chose qu'on entend souvent, mange des bananes, ça contient plein de potassium. C'est tout à fait vrai. La, ba- le- la banane contient une quantité significative de potassium. Et à travers ces atomes de potassium, une certaine quantité sont des atomes de potassium 40. Et le potassium 40, c'est un isotope radioactif, comme vous voyez ici. Donc, le potassium 40, c'est un isotope instable, donc il va augmenter de façon euh, spontanée sa stabilité en se transformant en un atome d'argon et en émettant un positron et un neutrino. Ça veut dire qu'imaginez-vous donc que dans votre banane, tout ça se passe, littéralement. Là. C'est ça ici, là, potassium 40 se transforme en argon plus positron plus neutrino. Là. Tout ça, ça se passe dans une banane. C'est quand même incroyable. C'est fou, là. C'est fou d'imaginer ça. Cette transformation-là de potassium 40 en argon, en positron et en neutrino se passe dans une banane. Donc, ça passe dans votre bouche quand vous la mangez, ça passe ensuite dans vos intestins. Okay? Ça- c'est pour vous dire que la, la, ce que je veux vous dire, je veux pas, je veux pas lancer le message que les bananes, c'est dangereux parce qu'il y a des isotopes radioactifs. C'est pas du tout ça mon message. Mon message, c'est plutôt l'inverse. C'est que la radioactivité, c'est un phénomène naturel qui se produit naturellement. Et, par exemple, ça se produit dans une banane, dans les atomes de potassium d'une banane. Mais pas juste dans une banane. Mettons, dans vous-même, vous êtes composé de carbone. Tous les organismes vivants sont composés en partie, une plante, un chat, n'importe quoi, c'est composé en grande partie, en bonne partie de carbone. Puis, il y a une certaine proportion du carbone, pas la majorité du carbone, mais une certaine proportion du carbone, c'est du carbone 14. La majorité du carbone, c'est du carbone 12, qui est un isotope stable. Mais une petite proportion du carbone, c'est du carbone 14, qui est un isotope instable, radioactif, qui va émettre, qui va se désintégrer au bout d'un certain temps, en émettant justement des rayons ionisants et des antiparticules. Donc, le carbone 14 qui vous constitue, en fait, va naturellement se désintégrer euh, selon le processus bêta-. Donc, votre carbone 14, il va émettre le carbone 14 qui compose votre corps, qui compose des bananes, qui compose votre plante, qui compose votre chat, peu importe. Les petits atomes de carbone 14, on en contient tous. On en contient tous une grande quantité. On a tellement d'atomes qui nous constituent que on a beaucoup d'atomes de carbone, puis à travers ceux-là, il y a une certaine proportion, c'est du carbone 14. Donc, vous avez beaucoup d'atomes de carbone 14, énormément d'atomes de carbone 14 dans vous, dans tous les objets, dans tous les animaux, etc. Alors, il y a vraiment ce phénomène-là se produit à l'intérieur de vous. Donc, il y a vraiment, en fait, on a création d'azote. Le carbone va se transmuter en azote. Il y a création d'une particule bêta- et d'un antineutrino. Fait que, présentement, ça se passe sur vous. Vous avez, présentement, vous émettez des antineutrinos
qui sont issus de la désintégration de vos atomes de carbone 14. Votre plante à côté a fait la même chose. Ces atomes de carbone 14 se désintègrent en azote et en créant des électrons et des antineutrinos. C'est naturel. La radioactivité, c'est un processus naturel. Elle devient dangereuse seulement lorsqu'on reçoit des doses. Tout est une question de dose. Quand on reçoit une dose qui est trop élevée, c'est là que ça devient dangereux. Une dose trop élevée de rayons ionisants, de particules bêta-, bêta+, alpha et gamma. Donc, quand on reçoit ça en grosse dose, c'est là que ça devient plus dangereux. Mais essentiellement, c'est un processus naturel, la radioactivité. Puis ce que je vous dis là, que le fait que nous-mêmes, on a des atomes qui se désintègrent, c'est pas à cause de la pollution ou des centrales atomiques, là. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ça a toujours été comme ça, puis ça va toujours être comme ça. Le, le- on va toujours être composé essentiellement en grande partie de carbone, et le carbone va toujours avoir des atomes de carbone 14 radioactifs. Donc, c'est quand même assez ahurissant. Euh, donc, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant parce que c'est de réaliser que ça, là, ça se passe dans une banane. C'est fou, là. Il se passe des choses, là. Il se passe des choses, là. Comme dirait André Sauvé, tout ça, ça se passe, là, ça arrive, là, ça se passe dans une banane. C'est incroyable. Fait que dans votre banane, vous avez une transmutation en argon et vous avez des neutrinos qui sont créés. Puis tout ça se passe à l'intérieur de vous aussi, parce que nous autres aussi, on contient une certaine quantité de potassium. Donc tout ça se passe à l'intérieur de nous aussi. Fait que c'est incroyable. C'est fou, là. OK, je vais prendre une petite pause ici. On revient ensuite pour la dernière processus de désintégration.